et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une FAQ, donc une foire aux questions. Je vous avais demandé dans mon avant-dernier vlog, il me semble, de participer pour faire cette vidéo en me posant des questions en commentaire, donc sous ce vlog, et vous avez été super nombreux à jouer le jeu. Et sur Instagram aussi j'avais mis une petite boîte à questions dans le but de récolter le maximum de participation pour faire cette foire aux questions. Et je peux vous dire que vous avez été tellement nombreux et j'ai eu tellement de questions posées. J'ai compté, je me suis arrêtée de compter à une soixantaine. Vous vous doutez bien que je ne vais pas répondre à 60 questions de manière approfondie. Il y en a certaines qui se répètent un petit peu. Et puis quand c'est des questions très simples, je vais juste répondre le plus simplement possible. Alors pourquoi je fais cette FAQ? Parce que au moment où vous allez visionner cette vidéo, je ne serai pas à ma maison, je serai en vacances un petit peu loin. Du coup, pour pas vous laisser en fait sans vidéo, je me suis dit que j'allais préparer une vidéo en avance, vu que c'est pas du tout mes habitudes. Cette vidéo, je pouvais la préparer en avance et la programmer pour un peu plus tard, puisque vous savez que d'habitude je fais plutôt des vlogs ou des vidéos que je filme sur le moment et que vous avez en fait dans les jours qui suivent. J'ai noté, alors, ouais, je suis toujours à l'ancienne, j'ai noté toutes les questions, sauf celle d'Instagram que normalement j'ai fait une capture d'écran des questions. J'espère que j'ai bien fait les captures d'écran. Et que je prendrai mon téléphone qui me sert de retour caméra pour vous répondre. Alors je vais commencer par les questions que j'ai eues sur YouTube sous la vidéo, sous le vlog. Je les ai pas triées, il y a un peu de tout, sur les plantes principalement, le jardin, un petit peu... Ouais, principalement, ça reste quand même autour des plantes. Oui, c'est dans d'autres FAQ, j'ai eu des questions un peu plus personnelles, un peu plus axées sur la chaîne ou des choses comme ça. Et là, c'est beaucoup plus plantes et jardin. Donc, c'est très bien. Alors, on va commencer. J'ai pas noté les noms parce que sinon, ça me faisait trop. Hein. Et puis vous en fichez des personnes, des noms des personnes qui m'ont posé les questions. Alors, comment apprends-tu à prendre soin de tes plantes, expérience ou lecture, et depuis combien de temps collectionnes-tu tes plantes? Alors, comment apprends-tu les soins, à prendre soin de tes plantes? Ben moi, c'est davantage l'expérience au fur et à mesure du temps et pas mal quand même de lectures, de vidéos YouTube aussi, notamment sur le jardin, mais je pense que principalement c'est l'expérience, c'est à force d'essayer, de se louper, ou de réussir, parce qu'évidemment parfois on réussit du premier coup, c'est ça qui est bien, mais il n'y a rien qui vaut l'expérience. De toute façon, voilà, la lecture c'est bien, ça complète, mais c'est à force de m'en occuper de certaines variétés. Depuis combien de temps collectionnes-tu tes plantes? Alors, collectionner vraiment ce genre de plantes, ça fait... Alors, ma chaîne va avoir 4 ans, au mois d'octobre. Elle va avoir 4 ans et j'ai commencé avant, oui, bien avant quand même. Mais le début de mes collections de plantes, c'était plutôt axé sur les orchidées, notamment les Phalaenopsis et les orchidées Vanda. Chose que j'ai plus trop. Mais sinon, après ce genre de plantes, je sais pas, moi, ça doit faire peut-être 6 ans, 7 ans. Et parler de collection, ça a augmenté au fur et à mesure aussi de la chaîne, parce que bon, au début de ma chaîne, j'en avais pas non plus autant. Quels sont les futurs projets pour votre magnifique jardin? Alors les projets pour le magnifique jardin, merci déjà pour le magnifique jardin. Des projets en général, on a des projets à l'année. C'est vrai que chaque année, on a quand même quelque chose assez important à faire, comme le bassin, comme la serre, la terrasse en bois. À chaque fois, on fait des choses plutôt importantes. Cette année, on a préféré y aller un peu plus mollo, faire des choses beaucoup plus simples, parce que on avait le besoin et le désir de partir en vacances, donc on peut pas tout faire, hein, vous doutez bien. Et en termes de projet, pour l'instant,
on n'a rien de défini. Et c'est plus sur le vif, vous voyez, on pense à un truc, souvent c'est l'hiver ça, on pense à un truc, ou en fin d'été, on pense à quelque chose et on se dit tiens, l'année prochaine on pourrait faire ça, et puis après ben, il faut économiser, il faut voilà, voir si c'est possible ou pas. Là pour l'instant on n'a rien de vraiment prévu. Pour l'oxalis, pourriez-vous me dire le substrat, l'arrosage et l'exposition? Alors les oxalis, donc le faux trèfle, je vous en ai montré un dernièrement que j'ai acheté, c'est l'oxalis pourpre, donc moi j'ai le DPI. Alors tout ce que je peux vous dire, ça concerne d'ailleurs tous mes retours d'expérience de plantes, c'est tout ce que je vais vous dire, c'est valable pour chez moi, dans mes conditions, dans ma région, dans ma façon de cultiver, donc ça ne veut pas dire que c'est une généralité. Moi les oxalis par exemple, je les cultive en extérieur. Alors le DPI par exemple, il est dans une jardinière. Le substrat, c'est ni plus ni moins du terreau avec, il me semble qu'il y a un peu de terre de jardin mélangée et de la perlite pour faire le drainage. Et j'avais dû mettre de l'engrais à diffusion lente. Mais vraiment le truc basique de chez Basique, ça fait 2 ans qu'ils sont dans la jardinière. Et ben, l'été, c'est mi-ombre. Ouais, c'est quand même mi-ombre, plus à l'ombre qu'au soleil. Par contre, l'arrosage, faut y aller au taquet. Enfin, ici, il fait très chaud. Donc, c'est quasiment tous les jours, tous les 2 jours que j'arrose cette grosse potée. L'oxalis pourpre que j'ai depuis peu de temps, ben, c'est pareil. Ça va être, là, quand j'ai rempoté, j'ai juste rajouté mon terreau et ma perlite parce que la potée en elle-même était déjà très bien. Et après, pas mal d'arrosage. Et après, pour l'hiver, on les met en dormance. Enfin, moi, pour ma part, je les mets en dormance, c'est-à-dire que j'arrête les arrosages au fur et à mesure qu'on avance dans l'automne et que le froid commence à s'installer. Je les mets à l'abri du gel et de la pluie, pour que le terreau sèche, que ça puisse pas pourrir, et ça passe l'hiver sans arrosage, sans rien du tout, et du coup ils vont au dodo, il n'y a plus de feuillage ni rien, c'est caduc, et au printemps ben, je les ressors et je les mets, je les réexpose à la lumière, réarrose, et puis ils ressortent. C'est comme une plante une plante dans le jardin, comme une vivace qui va ressortir chaque année. En fait, l'oxalis, c'est une vivace. Hein. Donc voilà, il faut pas trop se casser la tête. Mais après, moi, c'est une culture que je fais en extérieur. Évidemment, si vous les cultivez en intérieur, l'oxalis, vous allez pouvoir le garder feuillu toute l'année. Mais là, il faudra arroser toute l'année. Voilà, enfin j'avais expliqué quand même dans la vidéo quand j'ai acheté mes oxalis pourpres le plus gros de ce qui était important à savoir avec cette plante. Quel âge a ton monstera? Alors ça c'est la bonne question. Parce que alors de mémoire, si vous me suivez déjà depuis le début, vous savez que mon monstera était déjà là au début. Donc ça va faire 4 ans que j'ai cette chaîne. Et à l'époque, je l'avais déjà depuis un certain moment. Je l'avais acheté petit, à la jardinerie Baraté. Je l'avais acheté à l'époque 19,90 €, je me rappelle bien. Il avait des feuilles pas du tout fenestrées, juste un peu découpées. Et ça doit faire, je pense, à peu près 7 ans. Si je retourne dans mes souvenirs, ça doit faire à peu près 7 ans, parce que je l'avais acheté vraiment petit, enfin voilà, un petit sujet qui a bien grandi, mais à peu près, approximativement, il doit avoir 7 ans. Que pense ta famille et ta belle famille de toutes tes plantes véranda et serre, et sont-ils venus les voir? Alors, que pense ma famille, ma belle famille? Alors, ma famille, il n'y en a pas énormément. J'ai ma marraine qui est venue, qui vient de temps en temps, qui, comme vous avez pu voir dans la vidéo, dans le vlog où je vous fais faire le tour de son jardin, bon elle est passionnée, donc elle trouve ça magnifique, superbe, extraordinaire, et elle me dit toujours comment tu fais pour t'occuper d'autant de plantes, parce qu'elle sait ce que c'est, parce que les plantes d'intérieur elle n'a pas énormément, mais comme elle a le jardin, elle sait quand même le travail que ça donne. Donc après, ma famille, c'est mon mari, mes enfants.
J'ai perdu ma maman il y a 2 ans, donc c'est compliqué. Voilà, mais elle trouvait ça joli. Et après, ma belle famille, je sais que ma belle famille se trouve au Portugal essentiellement, et je sais que j'ai des belles sœurs qui me suivent sur YouTube. Donc je sais qu'elles aiment ça, et puis je sais que ma belle-mère, de son vivant, elle adorait les plantes. Elle en avait énormément devant chez elle. Je pense qu'elle aurait adoré voir tout ça, et voilà. Je pense que c'est que du positif. Comment tu fais pour gérer les arrosages d'Eolia si tu pars plus de 2 semaines par exemple? Ah ben alors, pour tout vous dire, ça va être le cas là, mais ce sera pas tout à fait 15 jours, ce sera à peu près 10 jours. Comment je vais gérer? Ben là, en fait, je vais tout arroser au dernier moment. Avant de partir, je vais tout arroser et puis arroser quand je reviendrai, sachant que dans la véranda c'est ouvert à la lumière, donc ils n'auront pas de enfin ils auront de la luminosité, et l'avantage c'est que c'est quand même climatisé, donc c'est pas comme s'il faisait 30 degrés, que ça sèche vite, etc. Donc après je croise les doigts pour que ça se passe bien. Ça sera la première fois, donc je vous dirai ça quand je reviendrai, mais je peux pas vous indiquer vraiment d'astuces ou de quoi que ce soit à ce niveau-là. Il y a des vidéos où des gens proposent des astuces de regrouper les plantes, mais bon, enfin moi, elles sont déjà regroupées dans une pièce. D'avoir quelqu'un qui vient pour les arroser. Alors là, moi j'ai mes grands-enfants qui seront là, mais je préfère pas qu'ils s'occupent de mes plantes d'intérieur. Il y a déjà le jardin à s'occuper, et les animaux. Donc les plantes d'intérieur, c'est juste, moi j'arrose avant de partir, et à peu près 10 jours après, ben, j'arroserai quand je reviendrai. Et ça c'est valable pour toutes les plantes, parce qu'il n'y a pas que les Hoya, il y a toutes les plantes qui sont dans le même cas, donc on verra. J'aimerais savoir si vous avez l'eau de ville ou un puits pour l'arrosage. On a un puits. On a un forage plus exactement, et c'est ce qui nous permet d'avoir un jardin aussi vert, je dirais, et avec autant de plantes. Sinon on n'aurait pas, puisque nous sommes dans le sud-ouest et il fait extrêmement chaud dans le sud-ouest, moins que dans le sud-est. C'est pas la même chaleur, on a un climat océanique, donc il y aura un peu plus d'humidité, mais il fait très chaud, et du coup voilà, sans un forage, un jardin comme ça serait pas possible. Est-ce que des fois tu pourrais nous faire l'évolution de tes boutures que tu as fait des Ceropegia, où tu as tout coupé? Alors, les Ceropegia que j'avais coupé en vidéo, j'avais dédié une vidéo au Ceropegia Woody, donc la chaîne de cœur. J'ai déjà montré un petit peu l'évolution, mais ça je montre en général dans des vlogs. Donc c'est vrai que pour savoir, pour connaître l'évolution, il faut suivre tous mes vlogs. Voilà, je montre au fur et à mesure. Je sais plus quand est-ce que j'ai montré la dernière fois. Je remontrerai à nouveau quand j'aurai le truc de filmer mes Ceropegia. Sinon dans l'ensemble il y a une partie qui est bien ressortie. Il y a un pot qui pour l'instant il n'y a rien qui a poussé, pourtant les codex sont très bien, mais voilà, je fais des retours au fur et à mesure de mes vlogs. Alors j'aime trop te poser des questions, donc pourquoi pas faire un live et nous prévenir? Alors ça c'est en cours de réflexion, parce que j'ai déjà fait des lives sur Instagram, ce que j'adore faire. Ce sont des lives qui sont pas du tout préparés et tout, mais voilà, j'ai toujours du monde qui vient. Et là il existe aussi le format sur YouTube de faire des lives. Alors évidemment là c'est mieux de prévenir et de dire tel jour à telle heure je vais faire un live, pour que vous puissiez participer à ce live, pour pouvoir faire des échanges, poser des questions, discuter, etc. directement. C'est vrai que ça m'intéresserait. Je me suis un petit peu renseignée, parce que c'est vrai que je sais pas trop comment faire, parce que je pense que c'est un petit peu plus compliqué que sur Instagram. Donc je verrai, mais c'est en cours de réflexion, parce que ça me ferait vraiment très plaisir de discuter avec vous directement. Comptes-tu refaire un plan tour du jardin? J'en ai fait un au printemps, je crois. Après l'été, bon l'été il fait chaud, et puis il y a vraiment beaucoup de plantes. Bon à l'automne c'est là où ça commence à
se mettre au repos. Après, c'est pas vraiment un plan de tour, c'est plus le tour du jardin où je donne quelques noms de plantes, mais je montre plus le jardin, comment il est au fur et à mesure des saisons. C'est plus ça en fait, parce qu'un plan de tour, avec tous les noms des plantes, moi j'y arriverai pas. Alors mon Oyabella est magnifique, il m'a fait des fleurs, mais maintenant il a des taches blanches sur certaines feuilles, que faire? Alors là, honnêtement, juste en commentaire comme ça, il a des taches blanches sur les feuilles. Là, je saurais pas dire. Je saurais pas dire qu'est-ce qu'il a. C'est compliqué de dire ce qu'a une plante sans la voir, juste par en disant qu'il y a des taches blanches. Là, franchement, je peux pas répondre. Je préfère même pas répondre pour pas dire de bêtises. Donc là, je suis désolée, je passe mon tour. Comment vous organisez-vous pour arroser toutes vos plantes? Alors cette question, elle est revenue à plusieurs reprises, donc je vais essayer de pas y répondre plusieurs fois. Alors je sais que j'ai la question pour l'intérieur et l'extérieur. Alors, j'ai pas vraiment d'organisation. C'est un peu le paradoxe de la chose. Je suis très organisée pour plein de choses, mais alors pour l'arrosage, pas du tout. Je fais vraiment à l'instinct. Mon organisation, je dirais que quand j'ai toutes mes suspensions en intérieur, je les arrose. Alors quand elles sont toutes en intérieur, hein, parce que là, comme j'ai une partie en extérieur, c'est encore différent. C'est pour ça que c'est compliqué d'expliquer au niveau de l'arrosage. Mais quand elles sont toutes dedans, les suspensions, je fais tous les jours des arrosages. J'en ai 3-4 à l'arrosage dans une partie de ma cuisine. Et comme ça, je sais que j'ai toujours en fait des Oya en suspension qui sont à l'arrosage. Quand là, j'en ai 4-5, ben, en fait, je les arrose quand je vois qu'elles ont besoin d'être arrosées. Mais c'est plus un ressenti qu'une organisation. J'ai pas un jour fixe et une heure fixe pour arroser mes plantes. Et pareil pour les grosses plantes, les pothos, je me dis tiens, ça fait un petit moment que je les ai pas arrosées, il faudrait que je les arrose. Ou des fois il y a une feuille jaune qui m'alerte, ou je vois un petit peu une feuille un peu recroquevillée, ça m'alerte, ça me dit tiens il faut arroser. Ou des fois je passe à côté et je dis tiens c'est sec, ouais je pense que celle-là, je sais que certaines sont à arroser à peu près en même temps, notamment pour les petites Oya, enfin les Oya dans les petits pots, je veux dire, ça va être à peu près tout en même temps. Donc si je vois qu'il y en a une qui a besoin d'un arrosage, je sais qu'à peu près toutes les autres, elles ont besoin d'arrosage. Donc en fait, mon organisation déjà pour l'intérieur, c'est plutôt comme ça. Et ça va être tous les jours, en fait, je vais passer, je peux très bien avoir des arrosages un peu tous les jours. D'ailleurs, j'ai eu des questions sur aussi le rythme d'entretien de mes plantes. Et là, je vais dire que c'est un peu tous les jours. Il y aura des jours où je vais pouvoir passer 1 heure, 2 heures à m'occuper de mes plantes, ou des fois, je vais pouvoir passer 10 minutes juste histoire d'inspecter ou d'arroser juste une plante. Voilà, mais ça sera tous les jours en fait. L'entretien des plantes, c'est vraiment tous les jours, il y a quelque chose à faire. Pour pas avoir trop à faire d'un seul coup. Ça, c'est vraiment ben, la première chose que j'essaye de faire. Donc, évidemment, de partir une dizaine de jours, ben, voilà, c'est quelque chose qui va bien me stresser, parce que forcément pendant 10 jours, il n'y aura personne pour passer, checker un petit peu les plantes, etc., faire des petits arrosages et tout, enfin voilà, on verra au retour. Et en extérieur, alors en hiver, bon ben l'organisation c'est vite réglé, il n'y a rien à faire... il n'y a rien à faire. Mais en été, là, comme il fait très chaud, là, actuellement, il fait très chaud, il pleut pas. On fait des arrosages par secteur, très régulièrement. On a voilà, on fait des arrosages par secteur. C'est l'organisation, elle est comme ça. Et on fait pas évidemment tout dans la même journée ou dans la même soirée. Nous, les arrosages, c'est le soir. Par exemple, il y a un soir où je vais arroser toutes mes succulentes. Un autre soir, ça va être un massif au milieu. Un autre soir, ça va être les épiphyllums. Et en fait, on a des cycles comme ça où on va arroser d'un côté. On voit qu'il y a plus besoin d'un arrosage d'un autre côté. Ça va être aussi au feeling. On va beaucoup regarder. En fait, c'est toujours de l'observation. On va voir qu'un massif aura besoin d'eau. On va arroser. S'ils annoncent un orage, s'il pleut et tout, évidemment, le rythme, il va être un petit peu différent, mais l'organisation, c'est plus de l'observation que de l'organisation. Et la seule chose vraiment organisée, c'est que c'est par secteur dans le jardin au niveau des arrosages. C'est la seule chose que je peux vous dire en termes d'organisation.
Pourrais-tu me dire comment garder en vie des misères? Alors les misères, moi pour ma part, et ça c'est vraiment un avis personnel, les misères, j'ai arrêté de les garder en intérieur, je les mets systématiquement dehors, soit en pleine terre, dans mes massifs, et je peux vous dire que les misères dans les massifs en extérieur, moi qui suis dans le sud-ouest, je précise toujours, parce que dans le nord, je ne sais pas du tout comment ça peut évoluer, mais je sais qu'en fait, beaucoup de misères, pas toutes évidemment, mais beaucoup de misères sont, en fait, reviennent chaque année, sont caduques, perdent leur feuillage l'hiver et repartent de la souche. Il y en a beaucoup, comme la Fluminensis par exemple, repartent de la souche. Ce qui fait que d'une année sur l'autre, en fait, mes misères ressortent de terre. Après, il y en a d'autres qui sont plutôt à cultiver en pot, mais que je vais garder l'hiver dans la serre, que je vais arroser quand même un petit peu, mais que je vais garder dans la serre. Par contre, j'ai arrêté de garder des misères en intérieur, parce que je trouve qu'elles s'étiolent facilement, qu'elles se plaisent pas forcément beaucoup, et souvent c'est les retours que j'entends, c'est mes tiges sont longues et à la base elles sèchent et il n'y a plus de feuillage. C'est parce qu'elles manquent en fait de lumière, même si on les a près d'une fenêtre, souvent c'est le cas. Je dis souvent parce que c'est pas toujours non plus le cas. Mais voilà, ça c'est mes conclusions sur la misère. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va mieux, on va dire ça. J'ai eu une longue période où ça n'a pas été, mais ça va mieux. Pour les personnes qui me suivent depuis peu de temps, j'ai eu une longue période où ça n'a pas été très fort, notamment cet hiver et au printemps surtout. J'ai pas été très bien parce que j'ai une pathologie qui est la bipolarité, en plus d'une pathologie que j'ai au niveau du dos et tout ça mélangé, ben, ça a été très compliqué pendant une longue période et là je commence à être à nouveau stabilisée, donc ça commence à aller mieux. Voilà, aujourd'hui je vais dire que ça va bien. Allez-vous acheter des poules? Alors j'en ai 2 poules. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'avais beaucoup de poules, que j'avais un gros poulailler aussi, mais ça fait un peu plus longtemps, où il y avait un dindon, une dinde, des oies, des grosses poules, un gros coq, etc. Mais que le renard est venu et la fouine aussi. Et mes poules d'ornement, donc les nègres soies, c'est pareil. J'avais beaucoup de petites poules. Et il se trouve que le renard est venu et a fait une orgie à nouveau. J'ai racheté ces 2 petites poules. J'ose pas en avoir plus parce que j'ai peur de retrouver à nouveau des cadavres. Faut dire ce qui est. Par contre, Monsieur Videplante, lui, veut à nouveau des poules, mais comme il dit, des vraies poules parce que les nègres soies pour lui, ce sont pas des vraies poules. Ben, c'est vrai que c'est pas tout à fait pareil. Ça, voilà, il veut des grosses poules en fait. Ben écoutez, il se débrouillera, il verra, parce qu'on a beaucoup de place. On a un autre terrain à côté. On a beaucoup de place pour accueillir des plus grosses poules, mais voilà, ça fait plus de 20 ans. Oh oui, on a toujours eu des poules à la maison et c'est vrai que là, on va dire que c'est la première année ou la deuxième année, là je sais plus quand est-ce que j'ai eu, ça fait 2 ans maintenant qu'on n'a plus vraiment de poules, enfin de gros poulaillers parce que la peur, la peur du renard. Donc voilà, et ça nous manque beaucoup. Est-ce que je peux venir chez toi 15 jours? Je serai sage. J'ai rigolé quand j'ai lu cette question. Je l'ai notée parce que c'était vraiment amusant. Pour la petite anecdote, j'ai à la base une personne qui était donc de base abonnée à ma chaîne, avec qui j'ai beaucoup sympathisé. Donc Claire, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Elle est venue en vacances à la maison, on s'est super bien entendu. Elle est venue de Bretagne et c'était une superbe expérience. Bon après voilà, je vous invite pas tous à venir à la maison bien entendu, mais bon. Les grenouilles sont parties en vacances. Non, les grenouilles en fait elles chantent beaucoup moins parce qu'il y en a moins, puisque c'est plus la saison des amours, donc en fait chacun rentre chez soi, on va dire. Là j'en ai quelques-unes, j'en ai moins qu'au printemps, mais elles sont toujours là, elles chantent beaucoup moins, mais elles sont toujours là. La culture des caladiums ne t'intéresse pas? Non, j'ai eu fait
Si vous suivez ma chaîne, c'est toujours pareil. Si vous la suivez depuis le début, vous avez pu voir que je cultivais des caladiums. 2 années de suite, je l'ai fait. C'est très beau. Mais je trouve que pour le temps passé à faire venir des bulbes, surtout qu'il y a eu 2 années où c'était pas fifou en termes de culture, les bulbes que l'on recevait n'étaient pas terribles, donc j'ai pas voulu continuer et ça prend de la place à la belle saison. En fait, c'est très beau, j'en ai eu des très très beaux, mais il faut les mettre dehors et tout. Enfin bon, sinon pas plus que ça. C'est beau, mais là, j'aurais pas envie. Combien fait ton jardin et comment tu t'organises pour tout arroser? Alors, mon jardin fait 1500 mètres carrés et j'ai un autre terrain à côté qui fait à peu près 800 mètres carrés, mais que je vous montre pas parce qu'on cultive rien de spécial de l'autre côté. Est-ce que tu as un système installé en particulier? Ah oui, pour les arrosages, oui. Je vous ai montré vaguement dans mon vlog. Donc mon avant-dernier vlog, ou mon dernier, je sais plus, je vous ai montré, on a un tuyau plat qui est un petit peu comme un goutte à goutte, mais tourné dans l'autre sens et qui fait le tour d'un grand massif qui est au milieu, que l'on met plusieurs heures qu'on ouvre l'eau plusieurs heures et ça arrose le milieu du massif pour humidifier le sol. Pour arroser, mais sans que l'humidité s'évapore dans l'air assez rapidement. Ça permet vraiment d'arroser des gros massifs où il y a des gros arbres, des arbustes, où l'arrosage n'irait pas en profondeur. Donc on a des systèmes comme ça. On a installé dernièrement un système dans un arbre pour arroser mes épiphyllums. Après on a le spirinaire, un truc qui tourne, un petit comme ça là, qui tourne. On a tout un tas de systèmes. Puis après sinon c'est le tuyau avec la pompe d'arrosage à la main, quoi. Tu réalises un arrosage en moyenne chaque combien? Là, les arrosages, ça varie, surtout dans le jardin, ça varie en fonction des températures, comme je disais. Là, quand on a eu la canicule qui faisait 30, on est monté à 38 à l'ombre, donc au soleil, il faisait 45 facilement. L'arrosage, c'est quasiment tous les jours, en faisant tourner dans le jardin. Donc, il y avait tous les soirs l'arrosage qui tournait à un endroit du jardin. Et quand il fait moins chaud, bon, mais c'est plus espacé. Et quand il pleut, c'est encore mieux, c'est génial. J'ai vu qu'il y a certaines parties avec les azalées, les hortensias. Alors évidemment, les massifs avec les hortensias, c'est là où il y a le système avec le tuyau plat qui arrose vraiment la terre directement, que ça humidifie, que ça garde voilà, une ambiance assez fraîche au pied. C'est pour ça qu'il y a cette installation. Tes vidéos tricot nous manquent, j'espère que tout va bien. Alors mes vidéos tricot, je pense que ça reviendra sur ma bulle de douceur, mais pour l'instant, je pense que j'en parlerai dans une autre vidéo parce que la FAQ, ça va être très long. Mais je pense que ça reviendra parce que je tricote toujours, mais à un rythme plus calme, plus posé, et je pense qu'avec l'hiver qui va revenir, je tricoterai davantage. Pourrais-tu faire une vidéo dédiée à l'entretien des euphorbes? Alors ça, c'est compliqué parce que j'ai pas 50 euphorbes. J'ai des euphorbes obésa, j'ai l'euphorbe lactea white ghost. J'ai quelques euphorbes, mais honnêtement, je ne suis pas du tout une pro des euphorbes. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il faut faire très attention au niveau des arrosages parce qu'elles ne pardonnent pas d'écart. Voilà, c'est la seule chose que je peux vous dire vraiment sur les euphorbes. Donc je peux pas faire une vidéo dédiée. Lorsque tu sors tes Oya dans tes vidéos, j'ai l'impression que tu les sors sans acclimatation. Alors, c'était marqué sans adaptation, mais moi, c'est acclimatation, le mot vraiment approprié. Mais quelquefois, tu parles d'acclimatation, surtout vis-à-vis du soleil. Est-ce qu'une acclimatation est valable juste pour la première année ou juste pour la première année où elles sortent? Alors oui, il faut acclimater les plantes quand on les sort, et l'acclimatation se fait au moment où je les sors, en fait, c'est au printemps. Et là où je les mets, c'est pas au niveau du soleil, du fort soleil. Les succulentes sont déjà par contre acclimatées, puisque dans la serre, il y a
en fait, la protection anti-UV, elle est au-dessus, mais ils ont toujours une forte luminosité. Et là où je vais les basculer, c'est la toiture, en fait, le carport qui est au-dessus, c'est la même chose que la toiture. Et certaines qui sont un peu plus au soleil, elles sont acclimatées petit à petit. Je les pose quand le soleil est beaucoup plus doux, je les installe au soleil. Ça se fait au printemps, c'est pas là maintenant, je vais pas me prendre une plante et la mettre directement au soleil. C'est pareil pour les Hoya, le peu de Hoya que j'ai vraiment exposé avec un peu de soleil, elles ont été acclimatées au printemps et à des endroits où le soleil n'est pas trop fort, où il n'est pas concentré l'après-midi, où il fait vraiment très chaud. Donc oui, il faut vraiment une acclimatation et par contre c'est tous les ans, c'est pas juste la première année, c'est tous les ans, les plantes quand on les sort, il faut les réacclimater au soleil. Ça c'est, voilà, c'est obligatoire. Alors, qui va s'occuper des plantes pendant votre absence? Ben, j'ai mes grands-enfants qui seront là, donc il n'y a pas de souci. Les plantes d'intérieur, comme je vous ai dit, j'arroserai avant de partir. Et puis, c'est surtout le jardin, ouvrir les robinets et tout est installé en fait, donc voilà. Est-ce que pour les futures vidéos, on aura encore la minute Monsieur Vie de Plantes? Et si dans l'avenir, on aura la minute Nougatine? Ça, j'ai rigolé parce que c'est la star des vidéos. Ben, la minute Monsieur Vie de Plante, ben, elle sera là tant que Monsieur Vie de Plante aura envie de passer dans une vidéo et aussi aura quelque chose à vous montrer, à dire, à expliquer, à partager, etc. Voilà, s'il n'y a rien à dire ou quoi que ce soit, bon, ben, la minute Monsieur Vie de Plante, elle sera de temps en temps. C'est vrai que là, en ce moment, c'est le potager, donc il y est quasiment dans toutes mes vidéos, dans mes vlogs. Après, voilà, tant qu'il y aura des choses et tant qu'il aura envie, parce que c'est uniquement quand il a envie, c'est pas à contre-cœur, surtout pas. C'est vraiment quand il a envie, et puis là, je peux vous dire qu'il est très motivé. Et puis Nougatine, elle est toujours motivée pour passer, donc dès qu'elle peut, voilà, elle vient en vidéo. Pour l'autre chaîne, est-ce que tu vas décorer pour la prochaine saison ou refaire un unboxing vêtements? Est-ce que tu aimerais faire des vidéos type tri dressing ou rangement maison? Ça, c'est pour ma chaîne, ma bulle de douceur. Donc, pour ceux qui connaissent pas ma chaîne, ma bulle de douceur, c'est une chaîne qui est dédiée plus à tout ce qui n'est pas plante, donc entre autres le tricot, mais j'ai fait aussi des vidéos un peu mode, où je faisais des pas unboxing, plutôt des hauls vêtements, des choses comme ça. J'en ai pas fait non plus 50 vidéos comme ça. Cette chaîne pour l'instant elle est en stand-by. Je pense que je la reprendrai plus activement à l'automne. Il faut dire que j'ai été très fatiguée et j'ai pas pu faire face à 2 chaînes YouTube et puis bon, c'était trop compliqué pour moi. Mais bon, je pense que ça reviendra, il n'y a pas de raison. Cette chaîne, elle n'est pas fermée, donc je pense que je referai. Par contre, du tri, dressing et du rangement maison, je sais pas. Enfin, moi, ça m'intéresserait pas de faire, parce que moi, ça s'apparente à du ménage, et du coup, j'ai pas, enfin, je sais pas. Je sais pas, pour l'instant, en tout cas, c'est pas à l'ordre du jour. J'ai une question qui est un peu bizarre, c'est tropical et les moustiques. Alors, je pense qu'on me demande si, avec cette ambiance tropicale, est-ce qu'il y a les moustiques? Bah, je dirais, moi, les moustiques, ils sont partout pareils. Chez nous, pas plus qu'ailleurs. Des moustiques, on est dans le sud-ouest, il y en a. Après, on peut aller dehors, on peut manger dehors, on peut se promener dehors sans non plus être dévoré entièrement par les moustiques. Voilà, il n'y a pas plus que ça. C'est pas parce qu'il y a un bassin ou quoi que ce soit qu'il y a plus de moustiques. Au contraire, vu qu'il y a beaucoup d'animaux qui mangent les insectes, entre autres les moustiques, notamment beaucoup d'oiseaux, les grenouilles, les poissons, etc. Donc en fait, il n'y a pas plus de moustiques ici qu'ailleurs. Alors une question qui serait pour Monsieur Vie de Plante, mais je crois que je vais plutôt y répondre parce que c'est plus ma partie finalement. Je voudrais installer dans mon bassin une pompe solaire, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est une bonne idée? J'habite en Normandie et en fait c'est pour que l'eau ne soit pas stagnante pour éviter les moustiques. Alors ben, tout ce qui est installation dans le bassin, en fait les recherches c'est moi qui les fais. Monsieur Vie de Plante, lui il s'occupe de la partie
ben vraiment installation pure et dure, c'est-à-dire les branchements, voilà, les trucs que moi je peux pas m'amuser à faire, mais après les recherches sur quel type de pompe, quel type de filtration, etc. C'est plutôt moi qui fait la recherche. Et j'ai vu une vidéo, alors je saurais pas vous la retrouver, mais c'est une vidéo qui était très intéressante. Justement, la personne en question avait installé une pompe solaire pour son bassin. Alors un bassin pas trop grand non plus, type mon petit bassin où j'ai mes poissons rouges. Et a priori ça fonctionnait plutôt bien. Après, il faut quand même savoir vraiment installer avec une bonne filtration, parce que la pompe, c'est une chose, mais il y a la filtration aussi qu'il faut installer. La pompe, ça fait pas tout. Effectivement, la pompe, ça va brasser l'eau, mais c'est comme dans un aquarium. Vous avez une pompe, vous avez aussi une filtration. Donc, le système solaire, a priori, c'est bien. Il faut choisir un bon équipement. Parce qu'il y a de tout, et c'est comme dans tous les équipements, mais si vous avez un endroit bien ensoleillé et un bassin pas trop grand, moi j'ai vu que c'était bien. Ça, c'est les retours que j'ai pu avoir en regardant certaines vidéos qui m'intéressaient. Comment trouves-tu la place de tout ranger pour l'hiver dans ta véranda et ta serre avec toutes ces nouveautés? Alors, les nouveautés, j'en ai pas non plus énormément, à part les Oya, ben c'est surtout des Oya en fait, qui sont les petits Oya en fait là que j'ai installé. La plantagère, c'est exprès pour ces Oya. Après, donc ça c'est dans la véranda. Après, moi les suspensions elles vont revenir là où elles étaient. J'ai pas tant de nouveautés que ça. Après, j'ai forcément de la perte, pas tant que ça non plus, mais ça va revenir. Après, forcément, là où ça peut coincer, c'est que elles se plaisent tellement bien dehors, mes plantes qui étaient en véranda et que j'ai passé en extérieur, qui forcément grossissent et forcément prendront un peu plus de place. Mais après, j'arrive à faire un Tetris et à bien tout caser. Là où ça peut être un peu plus compliqué, c'est dans la serre, effectivement, avec les épiphyllums et les rhipsalis. Entre autres, là, j'ai un dernier rhipsalis qui est arrivé, là, qui est quand même assez gros. On va refaire un nouvel agencement dans la serre. Pour cet hiver, on est en train de réfléchir à notre fonctionnement dans la serre, une autre installation par rapport à tous ces épiphyllums et rhipsalis qui sont plutôt en suspension et pas posés sur une table. Du coup, voilà, c'est la grande question à chaque fois à l'automne, comment on va rentrer toutes ces plantes. C'est toujours un moment de stress. En général, je filme ou je vous montre en tout cas le résultat. Et sachant que les plantes, en plus, elles se plaisent tellement bien en extérieur qu'elles grossissent énormément. Surtout tout ce qui est épiphyllum, ça grossit énormément. Et c'est là où ça va arriver à un moment coincé. Donc pour l'instant, voilà, on verra cet hiver si ça va toujours aussi bien. N'as-tu pas trop de mal à quitter ton jardin pour les vacances? Si, c'est la première fois en plus. Je suis pas bien. Voilà, j'ai le sourire, mais je ne suis pas bien. Je n'ai juste pas envie de quitter mon jardin, mais en même temps, ça va faire du bien à tout le monde. Et je pense que j'aurai encore plus de plaisir à revenir dans mon jardin. Est-ce que la chaleur a une incidence sur ta maladie? Pour moi, la sclérose en plaques, c'est une catastrophe. Ah oui, cette personne, elle a une sclérose en plaques. Alors, sur ma maladie, alors comme j'ai deux pathologies, j'en ai une, c'est la bipolarité. Donc, je dirais que, bizarrement, oui, ça a une incidence, la chaleur, parce que moi, c'est un facteur de stress, la grosse chaleur. Donc, oui. Et pour mon dos, c'est plus l'humidité. Quand la pression atmosphérique change et que il y a de l'humidité dans l'air et tout ça, j'ai beaucoup plus mal au dos. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué, on va dire. As-tu envisagé de mettre ton Monstera à l'extérieur? Est-ce possible avec ton climat? Alors avec mon climat, c'est possible de le mettre en extérieur à la belle saison. Là, maintenant, depuis le printemps, après les gelées et jusque avant les gelées, c'est tout à fait possible ici. C'est même possible, alors je l'ai vu avec mon Philodendron Sellum, ça serait même possible que je le garde en extérieur à l'abri du gel sans vraiment l'arroser
sous abri, voilà, c'est possible parce que mon Philodendron Sellum, ça fait 2 ans que je le garde comme ça. Et il faut savoir que le Philodendron Sellum est quand même plus fragile que le Monstera. Mais je ne voudrais en aucun cas sortir mon Monstera pour plusieurs raisons. C'est que j'y tiens beaucoup trop. Et la deuxième raison, c'est qu'il ne passe pas du tout. Même en démontant les baies vitrées qui font 2 mètres, en fait, même en démontant les panneaux de baies vitrées, je pense qu'on casserait clairement des feuilles et il ne passerait pas. Donc en fait, non. Il peut pas aller dehors. Et après, c'est presque comme s'il était dehors puisque les baies vitrées sont régulièrement ouvertes. Il a la luminosité comme s'il était posé en extérieur, quasiment. Et voilà, il se plaît comme ça, je trouve, et du coup, il n'y a pas de raison, et j'y tiens beaucoup trop. Question sur les calebasses, que feras-tu après la récolte et récoltes-tu les graines pour l'année prochaine? Alors les calebasses, ben, j'ai plusieurs questions dessus. Je me suis amené une de mes calebasses de l'année dernière qu'on s'est toujours pas occupé. Donc alors que feras-tu après la récolte? Alors le but des calebasses, c'est d'en faire de la décoration. C'est hyper beau. J'essaierai de vous mettre des photos de ce que l'on peut faire. On peut faire des lampes, on peut faire des saladiers, on peut faire des choses de décoration avec les calebasses de l'année dernière, dont une qui est très très grosse que je vous ai amenée ici. Donc c'est celle-ci qu'on n'a toujours pas, on s'est toujours pas occupé d'elle. Elle est très grosse, il faut qu'on la ponce, qu'on fasse en fait des petits trous, des petites, voilà, des petites décos, soit qu'on la vernisse ou soit qu'on passe de l'huile de lin, on verra, enfin ce qui est le mieux. Et je voudrais en faire une lampe. C'est pas gagné, je pense que je filmerai, je ferai une vidéo parce qu'avec Monsieur Videplante, quand il sera en vacances et qu'il aura le temps, on va essayer de s'amuser à faire ça. On en a 2 comme ça de l'année dernière. Et en fait, le but, c'est d'en avoir d'autres. Parce que si ça fonctionne, si on réussit, mais même si ça on réussit pas, c'est juste pour le plaisir en fait d'essayer de se fabriquer des petites décorations. Et puis le plaisir de faire pousser des calebasses parce que c'est très très beau, je trouve. Mais sinon, oui, le but premier, c'est de faire des décos. Alors, le truc, c'est qu'on les ramasse, par exemple, cet été, quand elles seront à maturité, qu'elles seront prêtes à être ramassées. Il faut les faire sécher tout un hiver, tout un printemps, et l'été suivant, on peut s'en occuper. Comme là, par exemple, celle-ci, c'est de l'année dernière, ça fait déjà 2 mois qu'on aurait pu déjà bricoler quelque chose avec. C'est juste qu'on n'a pas le temps. Mais sinon, voilà, le but, c'est l'esthétique, le plaisir de faire des choses et c'est amusant et c'est beau. Et on récolte effectivement les graines puisque ce qui est semé là cette année dans le potager, ce sont des graines de celles de l'année dernière. Donc on récupère les graines à chaque fois. Pouvez-vous faire plus de vidéos sur les orchidées, ma passion? Alors les orchidées, c'est pas ma passion à moi. Donc les orchidées, des fois j'en parle, j'en ai déjà fait quand même 1 ou 2 vidéos consacrées aux orchidées, mais c'est pas ma passion à moi et je saurais pas quoi dire de plus. Je sais que j'ai fait une vidéo sur l'hydroponie avec les orchidées, j'ai fait sur le phalaenopsis, enfin, j'ai fait au moins 2 vidéos sur les orchidées. Après, comme c'est pas ma passion, voilà, c'est pas quelque chose qui va me venir facilement. À quel âge as-tu fait tes tatouages et que représentent-ils? Alors mes premiers tatouages, j'avais même pas 30 ans. Oui, non, j'avais pas 30 ans, mes premiers tatouages. Et ce qui représente, tous mes tatouages ont un rapport avec le Japon. Là, oui, tous. Il y a beaucoup de poupées kokeshi, de shamaneki neko, de poissons, entre autres des carpe koi. Sur la jambe droite, j'ai toute la jambe tatouée avec des plantes aquatiques et des poissons. Et après des fleurs de cerisier, un soleil, enfin voilà. Et il n'y a pas de représentation particulière, il n'y a pas de signification particulière avec mes tatouages. C'est un ensemble, je sais pas, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me convient, c'est ce qui me va. C'est ma personnalité qui est plutôt oui, qui passe à travers mes tatouages avec toutes les couleurs, etc. Donc j'ai pas vraiment
de choses définies avec chaque tatouage. Je fais comme toi, je mets mes épiphyllums en extérieur sous mes arbres. Je suis dans le sud où il fait très chaud. Pourrais-tu me dire à quel rythme tu les arroses et si l'hiver tu les arroses un peu ou pas? Alors moi aussi je suis dans le sud-ouest. Alors sud-ouest ou sud-est, c'est très chaud les deux. Je pense que dans le sud-est, il fait quand même plus chaud et sec, donc ça dépend. Le sud, c'est quand même assez vaste. Ici, c'est quand même un peu plus humide, mais je les arrose très fréquemment quand il fait chaud comme actuellement. Je les arrose, je pense, à peu près tous les 3 jours, 3-4 jours. On va dire, allez, 2 fois par semaine quand il fait vraiment très chaud. Et par contre, l'hiver, je ne les arrose pas du tout. Ils sont dans la serre froide. Je ne les arrose pas du tout. Sauf si on a un hiver très doux comme cet hiver où en début d'année, il faisait quand même assez bon. On n'a pas eu beaucoup de gelée d'ailleurs. Et quelques petits arrosages vraiment parce qu'ils flétrissent un petit peu, mais c'est tout, quoi. Comment as-tu commencé tes plantes et ton jardin? Alors, ben, ça fait très longtemps. Ma toute première plante, ça je l'avais dit déjà dans ma première FAQ, ma toute première plante c'était une bouture de pothos et j'avais, ma plante d'intérieur je parle, j'avais 23 ans je crois et je l'ai toujours. Je pense que ça a été le début de mon amour pour les plantes. Qui ne m'a jamais quitté, et après c'est en fonction de la taille de mon habitation que ça a évolué, quoi. C'est en fonction de la place que j'avais, des finances aussi, et puis le jardin, ben en fait là c'est c'est notre deuxième maison avec un grand jardin. Et la passion, elle est venue dès que j'ai eu un jardin, petit à petit, planter des choses. On avait déjà un bassin dans l'autre jardin. Monsieur Videplante a, lui, par contre, a grandi à la campagne au Portugal. Donc, lui, il a toujours connu les jardins. Enfin, jardin. C'est pas vraiment un jardin au Portugal. C'est voilà, des arbres, des plantes. Il y a beaucoup de choses. Et sa maman, elle avait beaucoup. Et du coup, il m'a donné ses connaissances pour le jardin, et moi ça m'a donné l'envie de pousser et de continuer, d'aller toujours plus loin dans mes connaissances et puis dans mon plaisir de jardiner. Et c'est pour ça qu'on a toujours cette complicité et ces moments de jardinage ensemble. Et voilà, c'est un cheminement des années, parce que bah, j'ai quand même 47 ans, donc ça fait quand même longtemps. Et c'est petit à petit, et ça fait longtemps. Alors, ah oui, et les boutures, comment fais-tu pour que ça prenne? Ben, ça dépend. Ça marche ou ça marche pas. Je fais beaucoup de boutures en eau. Bon, ça fonctionne. Les boutures de succulentes, c'est plutôt en substrat. Ça fonctionne, mais j'ai pas vraiment de secret pour que ça fonctionne. Il faut le faire surtout au bon moment, dans la bonne période. Voilà. Et l'arrosage de toutes tes plantes, comment ça se passe tes journées? Ah oui, comment ça se passe mes journées? Ah, même mes journées, elles sont elles sont remplies, mais alors remplies, mais pas que pour les plantes. Du coup, moi, le matin, c'est ménage, c'est les plantes en même temps, parce qu'en faisant mon ménage, je fais mes plantes en même temps. Après, j'ai les courses, les enfants, etc. Parce que j'ai quand même des enfants, enfin, même s'ils sont grands, j'ai aussi un ado. J'ai les animaux, etc. Et le soir, l'été, le soir, c'est le jardin. Voilà, et le dimanche, c'est le jardin. C'est vraiment, c'est très rare de se poser devant un film le soir. Nous, c'est vraiment le jardin ben, le plus possible, quoi. Donc voilà, mes journées sont bien remplies. Quelle est la différence entre les plantes grasses et les succulentes? Les deux, c'est la même chose. Plantes grasses et succulentes, en fait, c'est la même chose. C'est deux façons de dire pour les plantes grasses. Voilà, on peut dire plantes grasses, succulentes, c'est pareil. Pourquoi les Hoya? Ben parce que je les trouve très belles, que ce soit en termes de feuillage ou en termes de floraison, et très satisfaisantes. Et pour ma part, maintenant, peut-être pas au début, mais maintenant, je les trouve simples, mais pas toutes. C'est voilà, il faut sélectionner, et puis c'est voilà le feuillage et les fleurs que je trouve juste magnifiques. Et le fait que ça prenne quand même moins de place que des philodendrons, par exemple, que j'adorais déjà. Mais les philodendrons, il faut dire ce qui est, c'est que ça prend beaucoup de place. Et quelle a été la plante qui t'a donné envie de continuer le jardinage, que ce soit plante d'intérieur ou d'extérieur? La plante qui m'a donné... Alors,
je suis en train de regarder le Monstera. Pour les plantes d'intérieur, je pense que le Monstera y est pour beaucoup. C'est une plante, j'en avais un autre Monstera qui était énorme aussi, mais j'avais plus la place pour le garder. Donc c'est mon deuxième Monstera qui est énormissime et je crois que c'est ça qui fait que les plantes d'intérieur, c'est quand même ma satisfaction. Et puis l'extérieur, c'est un tout, hein, c'est tout mon jardin. J'ai pas une plante en particulier qui fait que ça continue, que ça perdure. Où aura-t-on le plaisir de te retrouver de temps en temps pour les vidéos tricot? Eh bien, sur ma bulle de douceur, quand j'aurai le temps et l'énergie pour m'y remettre, mais ça sera toujours sur ma bulle de douceur que je reprendrai certainement à l'automne, l'hiver. Pourras-tu donner des conseils sur les Hoya Compacta, s'il te plaît? Le Hoya Compacta, oui, parce que la personne, elle disait après qu'elle avait peur des cochenilles. Alors oui, avec les Hoya Compacta, les cochenilles, c'est compliqué. Ben, des conseils, toujours vérifier. Beaucoup de vérifications pour les cochenilles. Pas trop d'arrosage, mais pas non plus les oublier l'été. Et puis après, ben, beaucoup de vérifications, quoi. Alors, est-ce que Monsieur Videplante peut nous dire comment il fabrique les arches métalliques, matériaux et outils? Alors, je vais répondre pour lui, parce que je ne pense pas qu'il aura le temps là pour y répondre. Les matériaux, ce sont des plaques de ferraille qui servent à faire les fondations avec le béton. C'est des grilles, en fait. Et ce sont des plaques qu'il faut après découper, donc il découpe avec la barbeuse. À la dimension qu'il a besoin, et après le pliage, je pense qu'il fait ça avec une plieuse, mais je sais pas, là à ce niveau là je suis pas sûre. Et puis les outils, voilà, c'est surtout une barbeuse et puis les grilles métalliques et puis des piquets en métal. Il n'y a pas grand chose en fait à faire pour faire ce système là. Après, Christopher me dit, parce que là je sais que c'est Christopher, me dit, je voulais en fabriquer une comme les vôtres, mais on me dit que c'est pas bon pour les végétaux, donc le métal, alors que chez vous les plantes poussent du feu de Dieu. Donc là il parle aussi des calebasses. Alors pour un Trachelospermum jaminoides, un jasmin, j'appelle ça un jasmin, ça devrait le faire, non? Alors moi je dirais que le métal, ça peut être mauvais pour les plantes, mais je suis pas sûre à 100%. Je m'explique. Bon, il y a beaucoup d'arches en métal, on voit beaucoup d'arbres tenus, d'arbustes tenus avec des arches en métal, etc. Mais ça c'est en pleine terre, donc je pense pas que ce soit vraiment toxique quand c'est en pleine terre. Nous, voilà, les calebasses, elles ont des arches en métal. On a plein de choses, de piquets métalliques pour tenir des plantes. J'ai le pitaya qui a un tuteur en métal. Lui, il n'a pas été très bien. Alors, je ne sais pas si ça vient du métal, parce que là, c'était en pot. Est-ce que en pot, le métal, vu la concentration, peut-être nuire à la plante? Ça, je ne saurais pas dire. Mais en pleine terre, il n'y a aucun risque. Voilà, parce que voilà, en pleine terre, je veux dire, l'apport métallique qu'il peut y avoir est diffus dans la terre, donc c'est pas voilà. Sinon après, pour mettre en pot, je dirais qu'il faut juste, par exemple, avec du plastique, entourer la partie métallique, faire comme une espèce de chaussette au piquet métallique pour enfoncer dans la terre, et il n'y aura pas le problème du métal dans la terre, par exemple. Donc voilà, je pense que pour puis jasmin, ça tient bien. Après, une question sur tout ce qui est rhipsalis et cactées. Peux-tu nous dire quel engrais utilises-tu pour les rhipsalis et les cactées, et si c'est le même pour tous, et la fréquence? Alors, j'utilise l'engrais de Masogarden. J'essaierai de vous mettre le flacon en photo. C'est l'engrais pour cactus et succulentes de Masogarden. On le trouve pas toujours facilement, on le trouve même difficilement, et c'est toujours le même pour toutes mes succulentes et épiphyllum, rhipsalis, enfin tout ce qui est cacté, quoi. Et la fréquence, alors je suis pas hyper psychorigide sur la fréquence, c'est un peu quand j'y pense. Idéalement, c'est peut-être tous les 15 jours à peu près. Moi, c'est coup-ci, coup-ça, c'est quand j'y pense. Voilà, faut être honnête, hein. Et saurais-tu nous dire quelques cactées à éviter de s'occuper l'été plutôt que l'hiver? Quelques conseils pour les euphorbes? Oui, parce qu'en fait, il y a des succulentes, des plantes
succulentes qui sont en dormance l'été. Du coup, il faut pas trop les arroser, il faut pas trop de lumière. Voilà, elles sont au repos végétatif et elles sont réveillées plutôt l'hiver. C'est, je pense, Christopher, ce que tu voulais dire par cette question. Alors, des noms de plantes, j'en ai pas forcément là qui me viennent, mais par exemple, le Senecio rholeyanus, ça en fait partie. C'est une plante qui est au repos végétatif l'été, donc il faut les arroser, mais pas de trop. Ils se réveillent plus quand il y a de la fraîcheur. Après des noms, j'en ai pas comme ça, c'est compliqué moi les noms. Et après les euphorbes, des conseils sur les euphorbes, j'ai pas vraiment de conseils à part faire attention avec l'eau, mais les euphorbes c'est assez particulier, c'est pour ça que j'ai pas énormément de variétés d'euphorbes, j'en ai quelques-unes variétés mais pas non plus énormément. Qu'avez-vous fait des calebasses l'année dernière? Donc j'ai montré. Y a-t-il des plantes que tu regrettes d'avoir achetées? Pas spécialement. Je crois pas. Ça me vient pas comme ça. Quelle plante te pose le plus de difficultés et pourquoi? Ben alors là, d'office, je dis le frangipanier parce que ça doit faire la 3e année que je l'ai, il me semble. Les acariens en permanence quand il est en intérieur. En extérieur, il a déjà passé l'hiver en serre froide. Ça lui a moyennement plu. Là je l'ai basculé en extérieur, j'ai enlevé toutes les feuilles à cause des acariens et puis il va aller sous l'arbre avec les épiphylomes et puis il vivra comme ça. Voilà, c'est pas la plante. Si après il y avait des plantes, tout ce qui était, comment on appelle ça? Les syngoniums, ça c'est, ouais, ce syngonium j'en veux plus. Combien de temps mets-tu pour arroser tout ce petit monde? Comment fais-tu pour t'y retrouver et ne pas faire d'oubli? Alors les oublis, j'en fais, c'est obligé, mais je le vois assez vite. Et puis l'organisation, moi c'est plutôt au nez, là, je surveille et je vois et je me dis, tiens, là il faut de l'arrosage. Et dehors c'est pareil. C'est vraiment beaucoup d'observation. Ça c'est voilà, de l'observation. Maintenant je vais passer aux questions sur Instagram, dont j'ai fait les captures d'écran, et j'en ai pas mal. Coucou, je voulais savoir si les calebasses se trouvent au Portugal ou trouve-t-on des graines? J'ai pas trop compris la question, mais au Portugal il doit y en avoir des calebasses, et les graines, les premières graines on les avait achetées sur un marché aux plantes du côté de Toulouse. C'est pas facile à trouver les graines, je trouve. Peut-être à les commander, c'est plus facile. Combien de temps te prend l'arrosage de tes plantes d'intérieur par semaine? Beaucoup de temps. Ouais, beaucoup de temps, on va dire. Enfin, là où ça prend plus de temps, c'est en hiver, finalement, quand elles sont toutes à l'intérieur, parce que là, ça va beaucoup plus vite. Coucou Karen, quel genre d'engrais donnes-tu à tes épiphylomes et à quel moment de l'année? Donc je l'ai dit, c'est l'engrais cactus et succulente de Mazo Garden. Et c'est uniquement quand la plante elle est réveillée, qu'elle pousse, et surtout quand elle fleurit. C'est là qu'il faut donner de l'engrais, et il faut savoir que pour les épiphylomes, la floraison de cette année va dépendre de l'engraissage de l'année précédente. Ça c'est hyper important. Plus on met de l'engrais cette année, plus l'année suivante il y aura des fleurs. Combien de plantes avez-vous? Vous avez une formation horticole? Alors le nombre de mes plantes, aucune idée, je ne les compte pas. Je n'en vois pas l'utilité, j'ai un peu la flemme de les compter aussi, et ben ça va, ça vient, donc je sais pas, j'ai aucune idée du nombre de mes plantes, mais vraiment aucune, parce qu'en plus c'est intérieur, extérieur, les succulentes, non c'est trop. Vous avez une formation horticole? Non, pas du tout, c'est à force, c'est l'expérience. Mais j'ai pas du tout de formation horticole. Par contre, j'écoute beaucoup, je discute beaucoup avec des personnes qui ont des formations horticoles, et voilà, j'apprends aussi comme ça. Coco, merci pour vos partages. Le jardin était vide au début. Et combien d'années pour ce magnifique jardin? Alors oui, il était entièrement vide parce que quand on a en fait on a acheté le terrain, c'était un champ de blé quand on l'a acheté, et on a fait le marquage de la maison après la récolte du blé. Donc là c'était un terrain nu, complètement nu, pas un seul arbre, pas un arbuste, rien du tout. Donc on a construit notre maison, on a emménagé en 2008.
Donc maintenant, ça fait 16 ans qu'on est ici. Donc le jardin, il a pris cette ampleur, il est devenu comme ça en 16 ans. Exactement. Voilà, le début, c'était il y a 16 ans. Je peux pas être plus claire que ça. Après, je sais que tu aimes les Hoya, j'aimerais que tu nous parles des familles de plantes que tu as. Bah après, j'en parle souvent, j'ai des pothos, des philodendrons, je fais des vidéos au fur et à mesure. J'allais dire, j'ai pas 50 familles, si, j'en ai quand même pas mal. Mais j'essaye de parler de tout ce que j'ai, mais après, j'ai des fougères aussi, mais j'ai fait des vidéos dessus, donc après... Toi qui adores les érables du Japon et les pothos, pourquoi n'as-tu pas plus de hosta? Alors la question, je sais pas si c'était une blague ou quoi, mais je vois pas le rapport entre les érables du Japon, les pothos et les hosta. Je suis désolée, mais la question est un peu bizarre. Voilà. Un engrais NPK pour faire fleurir les Hoya, j'utilise celui pour géranium, c'est faisable. C'est une question, c'est faisable. Oui, l'engrais pour géranium est très très bien pour faire fleurir les Hoya. Ça fait partie des engrais qui sont bons pour la floraison. Je crois que c'est le potassium. Il me semble qu'il faut pour... je ne veux pas dire de bêtises, je ne me rappelle jamais des noms, le N, le P et le K, lequel il faut que ce soit le plus élevé pour les floraisons. Je ne me rappelle jamais. Je le sais, je l'ai lu, on me l'a dit plusieurs fois, mais je ne me rappelle plus. Mais l'engrais pour géranium est très très bien pour la floraison des Hoya, tout comme l'engrais pour orchidées est très très bien aussi pour la floraison des Hoya. Parce que c'est pour des floraisons de toute façon. Quel âge a ton Monstera Deliciosa? Donc je l'ai déjà dit tout à l'heure. Bonjour, tu donnes de l'engrais à tes Hoya tous les 7 ou 14 jours. Alors là, ça peut pas être précis comme ça. Pour moi, c'est... Je donne de l'engrais quand j'y pense et quand je me dis, tiens, ça fait longtemps que j'en ai pas mis. Voilà, mais je dirais plus 14 jours que 7 jours quand même. Hein. Coucou, j'espère que vous allez tous très bien. Je voulais savoir quelle était ta plante préférée du moment. Ma plante préférée du moment, je pense que ça restera toujours... Enfin là, c'est mon Monstera en ce moment, il me fait des feuilles, mais c'est des feuilles de dingue. Et après, je regarde autour de moi, il y en a plein. Mon philodendron, mon euphorbes, mes Hoya, c'est difficile. J'ai pas vraiment une plante du moment. Hein. Un pédoncule, mais combien de temps à fleurir? Alors là, ça peut varier, mais de quelques jours à des fois quelques semaines. Ça dépend de plein de choses. Des fois, il y a des pédoncules qui stagnent très longtemps et qui se mettent à fleurir. Voilà, on ne sait pas trop pourquoi. Parfois, c'est un manque d'arrosage. Il tombe pas, mais il met du temps à fleurir. Voilà, mais des fois, ça va très vite et parfois, ça met très très longtemps. C'est vraiment variable et franchement, je ne sais pas ce qui fait varier vraiment la chose. Karen est une personne qui aime partager, intelligente et courageuse. As-tu conscience de tout cela? Alors ça, c'est une question assez curieuse et je sais pas. C'est très gentil, mais as-tu conscience de tout cela? Non, enfin, je sais pas. Pourquoi Maoya fleurit pas? Alors là, il peut y avoir plein de choses qui font qu'un Hoya ne fleurit pas. Peut-être que le Hoya en question n'est pas assez mature, peut-être qu'il n'a pas les conditions pour fleurir, peut-être que... il peut y avoir tellement de raisons. Moi, j'ai des Hoya qui n'ont toujours pas fleuri, qui sont là depuis déjà quelques années et qui sont grands et qui fleurissent pas. Je sais pas. En fait, ça... Voilà, il y a tellement de paramètres que je ne pourrais pas dire vraiment le paramètre qui est qui fait que ça fleurit pas. Quelle est la représentation du bonheur pour toi? Ben, le bonheur pour moi, c'est ma famille. Mon mari, mes enfants, mes animaux, mon entourage. Pour moi, c'est ça le bonheur, quoi. Quel est le ressenti du partage de tes vidéos pour toi? Alors, mon ressenti du partage des vidéos pour moi, ben, j'adore ça. Je trouve très agréable de partager et mes vidéos, qu'est-ce que... Alors, partage de tes vidéos pour moi, je sais pas, c'est compliqué à répondre à ce genre de questions. Moi, ça me procure du plaisir et je suis contente de partager parce que avant, quand j'avais mes plantes et mon jardin, mais que personne ne voyait en fait le résultat du travail et le résultat
esthétique que ça donne, ben c'est vrai que maintenant je me dis, en fait c'est frustrant. À l'époque je me disais pas que c'était frustrant parce que je pensais même pas que c'était possible de partager. Maintenant j'ai le plaisir de pouvoir partager, de me dire comment dire, ça sera vu et apprécié par des personnes qui apprécient ce genre de choses, parce que dans mon entourage il n'y a pas forcément que des personnes qui apprécient les plantes, bien que j'ai pas énormément de personnes qui me viennent à la maison, mais les copains à un de mes fils, c'est assez marrant parce qu'ils sont jeunes et tout, et un peu plus de 20 ans quand même, mais ils adorent toujours venir dans le jardin. Je vois que les jeunes même là, ils apprécient. Donc quand je vois le plaisir qu'ils ont à voir le jardin, les plantes, même dans la véranda et tout, et bien je sais que vous derrière l'écran vous avez le même plaisir, donc c'est satisfaisant quelque part, et voilà, ça fait plaisir. Je sais pas comment dire mieux que ça. Bonjour, votre terrain est immense, quelle superficie? Donc je l'ai dit, 1500 m² que j'ai ici. Avez-vous déjà eu de la reproduction chez vos carpes koi? Pas du tout. Je pense qu'elles sont en âge de reproduire. En tout cas cette année elles n'ont pas frayé du tout, ce qui m'arrange parce que c'est une période assez délicate quand il y a la fraie des carpes koi, c'est la saison des amours. J'appréhende un petit peu l'année prochaine parce que bon, on verra. C'est un moment assez délicat, mais j'ai pas eu de reproduction encore, et pour tout vous dire j'ai pas envie d'avoir de la reproduction. Est-ce que vos Hoya font des graines? Non, j'ai pas eu de gousses sur mes Hoya. Coucou Karen, as-tu un de tes enfants qui est aussi passionné que toi pour les plantes? Non, pas du tout. Et pour la déco, pas plus que ça. Non. Qui bichonne ton jardin, tes plantes, chats et chiens pendant vos vacances? Mes plus grands enfants qui seront à la maison, et la chérie d'un de mes fils, ils seront tous à la maison, et du coup c'est eux qui vont s'en occuper, mais sinon c'est pas compliqué, on ne serait pas parti quoi. Bonjour Karen, combien de plantes as-tu en tout? Je ne sais pas, je ne les compte pas, et je pense pas que je les compterai un jour. Serais-tu capable de déménager de ton petit paradis? Ça c'est la dernière question, et je dirais non. Je ne voudrais pour rien au monde déménager de mon petit coin de paradis. C'est mon petit coin de paradis. Et sinon il faudrait refaire un autre coin de paradis comme ça, donc non, pas du tout. Voilà, on est arrivé au bout de cette foire aux questions. J'ai essayé de faire assez concis les réponses. Il faut dire que vraiment vous avez bien joué le jeu, vous m'avez vraiment posé beaucoup de questions diverses et variées, beaucoup sur les plantes et le jardin. J'étais très contente pour ça parce que voilà, il y a des questions qui étaient un peu similaires, mais ça m'a fait plaisir de vous répondre. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. J'espère avoir répondu le mieux possible, et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre des pouces et à vous abonner, à activer la petite cloche bien entendu pour mes prochaines aventures. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Je vous fais d'énormes bisous. Ciao ciao.